Bienvenue dans toutes les France. Les musulmans sont-ils les mal-aimés d'Europe? Pourquoi subissent-ils plus de discrimination que les autres citoyens? Débat avec nos invités. Patrick Delouvain, directeur des actions d'Europe d'Amnesty International France. Amnesty International qui a publié un rapport qui a fait du bruit, un rapport choix et préjugés et sur les discriminations faites aux musulmans d'Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. À vos côtés, Elia Minsoum, vous êtes enseignant en sociologie au Centre parisien d'études critiques, auteur d'un ouvrage intitulé La France que nous voulons, publié aux éditions Les Points sur les i. Merci Elia Minsoum d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté de notre plateau, Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express, le magazine hebdomadaire que vous connaissez bien, auteur entre autres d'un ouvrage intitulé Le choc Jésus-Mahomet, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Alain Dubos, vous êtes médecin et écrivain, vous êtes également membre de l'association Riposte Laïque qui publie un certain nombre d'ouvrages. On va citer le dernier, Apéro, Saucisson, Pinard, Entretien avec André Berkoff, publié aux éditions Xenia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le contenu de ce rapport, avec vous, Patrick Delouvain, un travail de 5 ans pour dire que les musulmans d'Europe, ceux qui habitent en Europe, subissent plus de discrimination que les autres. Pourquoi? Alors effectivement, un travail de plusieurs années. Comme Amnesty le fait d'habitude dans tous les pays du monde, on s'intéresse à une situation, on regarde pendant un certain temps, travail d'archives, travail de suivi de l'actualité, contact avec des personnes, avec des partis, avec des victimes, voyage sur le terrain. Donc notre chercheur est venu dans plusieurs pays d'Europe, regarder la situation, 8-10 jours à chaque fois dans chaque pays pour regarder la situation, essayer de comparer ensuite. Il ne s'agit pas de faire un hit parade, il ne s'agit pas de faire un classement, il s'agit d'essayer de regarder un certain nombre de tendances. Mais pourquoi vous avez choisi d'abord ce thème et pourquoi ces pays, ces États, Pays-Bas, Belgique, Suisse, France? Tout ça, c'est venu petit à petit. Ouais. Au départ, donc, nos chercheurs sont allés dans un plus grand nombre de pays, ont regardé la situation dans un plus grand nombre de pays. Et puis, en fait, c'est la situation qui a voulu que ce soit ces 5 pays qui soient retenus. On parle un peu de la Turquie aussi. Ouais. Donc, pourquoi Au départ, c'était la situation politique, le fait que cette population soit présente dans l'actualité, parce que... Comme d'habitude, oui. Si vous voulez, Amnesty reçoit un certain nombre de rapports, de livres, d'articles, suit l'actualité, regarde ce qui se passe, vérifie un certain nombre d'informations, passe des coups de fil depuis notre siège de Londres à des avocats, à des personnes, à des victimes, et puis on voit un petit peu ce qui se dégage. Alors on fait des rapports sur la situation des Roms dans un certain nombre de pays en Europe aussi, sur les migrants, les demandeurs d'asile. Et puis là, il y a quelques années, on a vu qu'effectivement montait un problème plus important qu'auparavant vis-à-vis des musulmans en Europe. Donc on a regardé un petit peu plus près, on a regardé comme d'habitude, comme on fait d'habitude, les textes internationaux. Que disent les textes des Nations Unies? Il y a un certain nombre de rapports, de rapporteurs, d'experts des Nations Unies qui travaillent sur les minorités, qui travaillent sur la discrimination, qui travaillent sur le droit à toute liberté d'expression, de religion. Donc on regarde tout ça, on regarde le Conseil de l'Europe, le commissaire à Marberg aux droits de l'homme. Donc les textes qui ont été ratifiés par ces États et qui, qui semble-t-il, ne sont pas respectés. Tout à fait. Les directives européennes, comment sont-elles appliquées dans les États? Alors ça, c'est le droit concrètement. On va revenir évidemment sur des cas spécifiques comme la question des femmes et l'emploi des femmes, les problèmes, les questions vestimentaires. Mais qu'est-ce que vous avez noté concrètement en termes de discrimination vis-à-vis des musulmans? Bah effectivement, donc c'est ce que vous disiez, donc discrimination à l'emploi, donc l'utilisation de tel ou tel vêtement qui pouvait rendre plus difficile l'accès à un emploi. Et puis ces dernières années, on a vu un certain nombre de législations qui arrivaient, donc dans les établissements scolaires pour les étudiants, pour les jeunes lycéens. Et puis les phénomènes de minarets, donc l'interdiction des minarets en Suisse, et puis le phénomène ensuite de la dissimulation du visage, comme on l'a appelé dans la législation en France. En fait, le port donc du niqab, du voile intégral. Voilà. Donc tout ça est venu petit à petit, finalement, à un peu renforcer notre travail, réorienter notre travail, et donc ça nous a permis de faire ce rapport. Encore une fois, ce rapport n'est pas un classement de plusieurs pays.
Ce rapport n'est pas... Non, parce qu'il y a des similitudes entre Tout à fait. Oui. Donc ce sont des tendances, des similitudes. Ce n'est pas une succession de sous-chapitres par pays. Ce sont un certain nombre de présentations de types de discrimination et à l'intérieur nourris par un certain nombre de nos observations dans les 5 pays que vous avez cités. Ilya Minsoum, ce rapport insiste également sur la question politique et le fait que les partis politiques instrumentalisent ces questions de minorité et instrumentalisent certains préjugés, voire certains amalgames. Alors oui, on le voit, on voit la reprise d'un certain nombre de thèmes un peu populistes. Et là où l'histoire est intéressante, elle nous enseigne que ça a déjà existé, on va dire, dans la tradition française, puisque à la fin du 19e siècle, par exemple, si on prend une affiche de l'extrême droite où on voit des minarets avec un drapeau algérien au centre, on voit donc clairement qu'on cible une famille religieuse. Et à la fin du 19e siècle, en France, il y avait un groupe parlementaire antisémite. Et là, à l'époque, le juif était clairement ciblé. Donc on voit ça à ce niveau-là. Et puis on voit un certain nombre de discours. Hein. C'est le discours du musulman d'apparence. C'est le discours aussi communautarisant. On parle de préfet musulman. Or, un préfet est avant tout républicain. Et effectivement, c'est une tendance aujourd'hui de fond européenne. Et on sait, à travers l'histoire, là où ça nous a mené durant des périodes de crise. Oui. Christian Macarian, on l'a noté pendant cette campagne électorale, la question de l'islam, des musulmans était très présente. On a vu la question du halal, on a ensuite vu la question liée au terrorisme, à la radicalisation avec un certain nombre d'arrestations pendant la campagne. En quoi cela veut dire qu'il y a un problème à l'intérieur de l'Europe, en France également, lié à la présence de citoyens de confession musulmane ? Je crois qu'il y a 2 choses qu'il faut avoir présentes à l'esprit à l'échelle historique et démocratique qui sont extrêmement préoccupantes. La première, c'est que toute une population se confond avec sa religion. Ce qui, effectivement, c'est ce que vous disiez, monsieur, rappelle des choses terrifiantes du passé où on assimilait une population et une religion, en l'occurrence les juifs, pour la distancier, puis ensuite, littéralement, l'éliminer. Bon, on n'est pas dans ce cas-là tout de même, mais le raisonnement qui consiste à confondre toute une population par sa provenance géographique, la confondre avec son appartenance religieuse supposée, car on ne sait pas qui à l'intérieur est vraiment croyant, vraiment pratiquant, qui ne l'est pas, est quelque chose en soi de complètement inquiétant. Et on reprend de l'école coloniale le terme de français musulman, de préfet musulman, des choses comme ça, qui sont, à mon avis, totalement inadaptées et assez choquantes. La deuxième réalité, c'est que c'est devenu la question de la présence des populations immigrées d'origine supposée musulmane ou de culte supposément musulman, c'est devenu un problème central dans le débat politique. Ça a été abordé par Nicolas Sarkozy et François Hollande autour de la question du vote que François Hollande veut accorder aux immigrés aux élections locales, aux élections municipales. Ça a été abordé et clairement on a senti un point de friction entre les deux pendant hommes. le débat, c'était clair. C'était très clair. C'est très clair. Là-dessus, il y a 2 options radicalement opposées. Et évidemment, une troisième force politique, vous voyez ce que je veux dire, le Front National, qui va exploiter tout cela au maximum. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi on se focalise sur les musulmans comme point de visibilité maximale de tout le problème de l'identité nationale confrontée à une identité, une altérité, à une identité supposément étrangère, alors qu'elle fait partie maintenant du paysage républicain depuis des décennies, et comment on n'arrive pas à intégrer ça et surtout à le concevoir de manière pacifique et raisonnée. Et c'est, à mon avis, vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Alain Dubos, vous pensez que les musulmans ne sont pas discriminés en France ? Écoutez, je ne sais pas s'ils sont discriminés ou pas, mais je pense que là, j'ai lu quelques passages du rapport d'Amnesty, on est là un petit peu sur l'écume d'une vague, sur l'ostentatoire. Enfin, moi, j'ai eu accès au chapitre concernant la visibilité, le voile, les élèves, les jeunes filles, etc. Alors, moi, je suis très content d'être là parce que c'est vrai que ce problème-là est souvent abordé par l'écume de cette vague. C'est-à-dire que dans les médias, la discussion est souvent hystérique. Et le fond du problème de l'islam en Europe et en France n'est pas abordé. Quel est le fond du problème ? Le fond du problème, c'est de savoir
qu'est-ce que l'islam, au fond? Combien de Français en pourcentage savent exactement, ou même vaguement, ce qu'est l'islam, ce qu'il représente? Est-ce qu'on parle d'islam de religion en tant que tel, ou on parle de citoyens de confession musulmane et leur vie de tous les jours dans les pays européens? Oui, moi, les citoyens de confession musulmane, j'en vois tous les jours dans mon cabinet. Je suis médecin, je vais les dire, nos relations sont parfaitement normales, je dirais. Entre, Mais c'est d'eux dont on parle dans le rapport. C'est d'eux dont on parle. Mais alors, se pose derrière ça, derrière cette relation citoyenne, ou cette relation sociale normale, se pose, que pensent ces gens? Comment ils sont dans leur tête par rapport à cette religion? Et ça, vous avez pu le cerner dans votre cabinet médical, par exemple? Pardon? Vous arrivez à le cerner dans votre cabinet médical? Je vois des gens, évidemment, je vois depuis quelques années, quand même, un certain changement, ne serait-ce que de l'attitude vestimentaire des gens qui viennent me voir. Des choses que je ne voyais absolument pas dans les années 80 ou 90. Là, ça fait une dizaine d'années. Exemple concret? Exemple concret, des voiles presque intégraux, des gens... Vous aviez la même femme il y a 3 ans qui venait sans voile intégral et qui maintenant vient vous voir avec un voile après un intégral? pèlerinage à la Mecque, oui, j'en ai vu. Et puis je vois aussi des femmes qui ont quelquefois un petit peu peur de parler de leur bébé et à qui je suis obligé de dire à un moment, vous êtes la mère, et la mère c'est peut-être plus important que tout le reste dans notre relation. Donc, et ça, si vous voulez, c'est quand même sous-tendu par quelque chose. Ça, c'est l'écume de la vague. Et donc, moi qui ai beaucoup travaillé en Orient et au Moyen-Orient notamment, dans des missions humanitaires, moi qui ai baigné dans des milieux où justement l'islam était vraiment en Afghanistan, où j'étais dans les années 80, il fallait passer par le mollah, l'imam, le prêtre. Il fallait passer par le mollah pour savoir qui on pouvait soigner. Ouais. C'est pas une situation, puisque vous avez voyagé dans tous les pays, c'est pas une situation qui est commune à tous les pays musulmans. Non, c'est pas une situation qui est commune à tous les pays musulmans. Heureusement, c'est pas pareil au Liban et c'est pas peut-être pareil en Tunisie aujourd'hui, je suppose. Mais ça veut dire quand même que près de nous, dans des maisons voisines, dans des vallées afghanes perdues, des femmes sont mortes, des jeunes filles sont mortes parce qu'on ne pouvait pas les soigner. On n'avait pas le droit de les soigner. Alors encore une fois, le rapport auquel vous faites référence fait état de la situation en Europe. Oui, d'accord. Alors justement. Et vous m'avez tout de suite parlé d'Afghanistan. Oui, parce que, effectivement, moi je suis médecin. J'ai des collègues médecins qui sont dans les hôpitaux. Quand je vois qu'on les tabasse, on leur fout sur la gueule, parce qu'ils vont vouloir examiner une femme, et que quelqu'un va s'opposer à cet examen, tous les jours il y a des exemples de ça, si vous interrogez mes collègues. Donc là je me dis, non, ce que j'ai vu en Afghanistan, moi personnellement, je ne veux pas le voir chez moi. Je ne veux pas le voir chez moi. Justement, comment faire la part des choses et comment les citoyens de confession musulmane peuvent-ils éviter d'être assimilés, éviter certains amalgames face à une certaine radicalisation telle que vous l'expliquez? Reportage. L'appel à la prière résonne dans un contexte très particulier. La 29e rencontre des musulmans de France s'ouvre aujourd'hui dans une ambiance crispée. Après l'affaire Mera et les arrestations très médiatisées d'islamistes radicaux, ces musulmans se sentent stigmatisés. Nous souffrons, il faut le reconnaître, d'une image qui n'est pas compatible avec une religion de paix. Une image à redorer après les accusations de Nicolas Sarkozy, pour qui l'Union des organisations islamiques de France défendrait un islam trop radical. Par le passé pourtant, le même Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, s'appuyait sur l'UOIF pour fédérer l'islam de France. Mais les amis d'hier sont aujourd'hui sous très haute surveillance. Nous serons effectivement très attentifs. Je crois que tous ces débordements auxquels nous assistons, qui consistent à des appels à la haine, à la discrimination, à la violence, desservent profondément les musulmans de France. 6 orateurs étrangers ont ainsi été interdits de séjour en France. Pourtant, l'UOIF affirme défendre un islam modéré, mais revendique l'indépendance de sa religion. Ce n'est pas à l'État de définir le contenu d'une religion et de désigner ceux qui sont modérés ou ceux qui sont radicaux ou extrémistes. Ici, on dénonce des amalgames à l'origine d'une montée de l'islamophobie. Les musulmans, dans le meilleur cas, sont la variable d'ajustement de cette campagne présidentielle et dans le cas le plus réaliste, le bouc émissaire d'un certain nombre de problèmes que rencontre la France en ce moment. Patrick Delouvain, vous avez également abordé la question de la laïcité dans votre rapport, le rapport d'Amnesty International, en disant finalement qu'il y avait une incompréhension parfois, voire une instrumentalisation de la notion de laïcité pour
provoquer ou diffuser un certain nombre de préjugés ou de discriminations. Oui, tout à fait. Nous notre regard, notre point de repère, c'est le droit international. Alors effectivement, il peut y avoir dans un certain nombre d'États, comme la France, comme le nôtre, une définition de la laïcité. Ce n'est pas exactement à ce niveau-là que nous, on va regarder la situation. Alors déjà, pour revenir sur certains aspects, quand on parle d'Afghanistan, en annexe de notre rapport figure un certain nombre de nos préoccupations, rappel de nos positions, de nos critiques, de nos combats menés dans des pays, effectivement, comme l'Afghanistan, mais comme l'Irak, l'Iran, la Somalie, l'Indonésie, où effectivement, c'est dans l'autre sens qu'il faut regarder les préoccupations, les discriminations, les menaces. Bon, effectivement, dans nos pays, en Europe, des personnes sont empêchées de porter donc de manière générale sur la voie publique un vêtement, on y reviendra sans doute. Dans d'autres pays comme ceux que vous avez cités, effectivement, c'est le contraire. Ces femmes sont obligées. C'est tout aussi condamnable, nous le condamnons. Et Amnesty a produit un certain nombre de rapports, de documents sur le Soudan, une personne qui était condamnée parce qu'elle avait porté, une femme qui avait porté un pantalon. Bon, tout ça, effectivement, il faut le condamner. Alors, en France, la situation, en Europe, la situation est quand même complètement différente. Je crois qu'il faut faire attention, effectivement, à ne pas faire l'amalgame. Et il faut regarder ce qui se passe en France. Je crois. La mode, amalgame. Oui, mais oui. C'est le mot. Mais pas seulement, enfin, c'est un mot à la mode qui a une signification. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, sur ces questions donc, de la situation donc, en France, je crois qu'effectivement, il faut faire attention. Toutes les personnes supposées musulmans ou pas, ils sont tous différents. Et c'est ça que nous disons aussi. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire de généralisation. Il y a même des personnes qui nous ont dit, écoutez, faites pas un rapport comme ça, nous voulons le droit à l'indifférence. Ouais. Donc tout ça est tout à fait respectable. Faisons attention à ne pas trop généraliser. Alors, Elia Minsoum, comment faire justement la différence? Vous avez utilisé un terme tout à l'heure qui ne m'a pas échappé, qui est musulman d'apparence. Pas de moi. Donc, il n'est pas de qui est-il? Il est du président de la République. Ah oui, voilà. musulman d'apparence, Voilà, donc vous voulez dire de l'ancien président, pardon, président de la République. Voilà. Oui, alors moi, c'est pas tant en fait la question de savoir ce que pensent les gens, c'est du projet. Dans quel projet politique on est? Et l'Europe, on le sait à travers l'histoire, une fois de plus, la Saint-Barthélemy, la discrimination à l'endroit des Juifs. On sait que l'Europe a trahi dans son histoire un certain nombre de ses principes, et c'est là où je situerai moi la ligne, c'est-à-dire que les situations les exemples que vous étiez en train de citer sur la question par exemple des hôpitaux, c'est là où la loi doit agir, et je pense qu'on fait une grosse erreur à lire les choses à travers le prisme culturel. Est-ce que vous savez aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'il y a le plus de violences, d'homicides? Dans quelle zone aujourd'hui du monde? Eh bien, c'est l'Amérique centrale. C'est l'Amérique centrale. Il y a des gangs là-bas qui s'affichent en tant que gangs catholiques avec des grandes croix des Vierges Marie. Et l'erreur consisterait à avoir dans ces gangs simplement, on va dire, une appartenance religieuse. Et moi, je les assimile un petit peu à ces chefs de guerre Pashtun en Afghanistan, etc., etc. Donc on fait souvent cette lecture médiatique un petit peu rapide sur la question du religieux. Vous évoquez la situation des femmes. Aujourd'hui en Amérique latine... Attendez, plutôt comment ne pas la faire, Elia Minsoum? C'est-à-dire que oui, là, vous avez moi, je un certain nombre d'arrestations, on l'a vu dans le reportage, à un moment donné. Oui. Comment faire est-il possible qu'une majorité de nos concitoyens se disent tout de suite après, il n'y a aucun lien entre ces arrestations de radicaux, ces attentats parce que la réalité possibles, parle d'elle-même. Les attentats et nos concitoyens rares. de confession musulmane. Les attentats sont extrêmement rares. La majorité des attentats en France se produisent en Corse. La réalité, j'ai envie de dire qu'elle n'échappe pas au quotidien. Il y a une construction médiatique qui consiste à faire l'exégèse depuis une dizaine d'années du Coran. C'est quand même incroyable que dans une république laïque, on ait passé plus de 10 ans à parler de ce que dit le Coran ou pas. Or, on est dans un pays laïque, dans une laïcité inachevée, puisque sur un certain nombre de territoires, on continue à financer le religieux en France. Et ça aussi, c'est une vraie question par rapport au projet de société. Est-ce qu'une société moderne comme la nôtre, qui dit dans la loi 1905 la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte, on va continuer à financer du religieux. Mais sur cette question, je voudrais juste terminer sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité, il y a une construction, il y a effectivement un phénomène qui s'apparente à ce qu'on a vu à des types fondamentalistes et qui d'ailleurs s'évangélisent, parce que je vois qu'ils reprennent un certain nombre